Aden Clark est une personne vraiment étrange. J'ai vécu avec lui et il m'a raconté beaucoup de choses. Quand le chef de la police a vu que je partageais ma cellule avec lui, il est venu frapper à ma fenêtre et il m'a dit « Tu bouges de l'autre côté du couloir. On ne peut pas prendre le risque qu'il se réveille un jour en pensant que t'es le diable. » J'ai dit « Il ne tue que des femmes et des enfants, alors je suis pas inquiet. » Ce type est un tueur en série. Il est cinglé. Il a vraiment cru que j'étais Jésus. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça à ces gens? Il a dit, pour faire comme mon père. C'est le mal incarné. On l'abattra. Il faut qu'on le tue. Je suis allé dans cette prison haute sécurité en janvier 2000 pour interroger Jack. Il m'a dit que Aden avait assassiné Michel Dore et qu'il l'avait enterré dans un parc du comté de Montgomery. J'ai demandé à Aden qu'il nous conduise au corps et il a accepté. Mais le lendemain, on l'a fait sortir. Et quand je lui ai demandé « T'es prêt ?», il a répondu « J'y vais pas ». Alors j'ai dit à un gardien d'aller chercher Jésus. Quand Jack Truitt est arrivé, il a parlé à Aden devant moi pendant 1 minute. Puis il a demandé s'il pouvait utiliser le bureau d'à côté. Ils sont entrés et j'ai verrouillé la porte. Ils étaient donc seuls entre ces murs. Directement, il m'a dit, j'y vais pas. J'ai répondu, écoute, tu vas y aller, d'une façon ou d'une autre. Je l'ai plaqué contre le mur et j'ai dit, je te conseille de pas me décevoir. À ce moment-là, il m'a dit, Jésus est censé être pacifique. Mais je savais que c'était un meurtrier. On conduisait donc 2 assassins dans le même véhicule. Dans un coin de ma tête, je me suis dit, ok, est-ce que ça va être une tentative d'évasion? Je roulais un peu vite, et à un moment, je vois que Jack a les yeux un peu révulsés, comme s'il était malade. Alors je me retourne et je lui dis, tout va bien? Il roulait à 150, alors j'étais pas rassuré. J'ai dit, ça fait 30 ans que je suis pas monté dans une voiture. Vous pouvez pas ralentir un peu? Pitié, faites qu'il aille moins vite. On a pris la sortie 29, dans le comté de Montgomery, près du quartier de White Oak. Cette zone était un vrai dépotoir. Il y avait des vieux ressorts, des matelas, toutes sortes de déchets. Quand on l'a sorti de la voiture, Aden semblait désorienté. Il était un peu troublé. Il a dit quelque chose comme « C'était il y a longtemps, les arbres ont poussé depuis. » Il était content parce qu'il avait très envie de faire une promenade dans les bois. Après des heures de marche, on n'avait toujours pas trouvé l'endroit exact où il avait enterré Michel. J'ai entendu des collègues qui disaient « Peut-être que c'était pas ici. Il nous a peut-être raconté des salades. » Et j'étais là, debout, à me demander ce qu'on allait pouvoir faire. Puis j'ai vu Edward qui frottait la terre avec son pied. Il avait dû sentir quelque chose. J'ai baissé les yeux. J'ai vu un fil rouillé, comme une brindille, qui sortait du sol. Je me suis baissé et en tirant dessus, j'ai constaté que c'était un petit ressort de lit. J'ai dit, Aden, viens là.
Alors il s'est agenouillé en disant « C'est ça ». Et il s'est mis à gratter le sol. Il voulait creuser. Alors on a décidé de creuser. C'était là. En enlevant la terre, on a trouvé le maillot de bain rose. Je me souviens qu'on a pris une photo de ce petit maillot de bain. Et puis des ossements. Le maillot et des ossements. C'est un miracle. Il n'y a pas d'autre mot. C'était comme si elle avait voulu qu'on la trouve. C'était un sentiment mitigé. On l'avait enfin retrouvé. J'ai appelé Carl et il n'a pas su quoi dire. Il était sous le choc. Sans l'aide de Jack Truitt, le corps de Michel Dore n'aurait pas été retrouvé. Il a obtenu des informations et il a eu le courage de les transmettre à son tour à la police. Comment peut-on faire ça à un être humain? Surtout à quelqu'un d'aussi innocent, qui nage dans sa piscine sans déranger personne. Il n'avait aucune raison de s'en prendre à elle. Vu la façon dont il l'avait enterré, on pouvait se dire qu'il l'avait déjà fait auparavant. J'étais convaincu que Aden Clark avait fait d'autres victimes. Et qu'il les avait enterrées quelque part. Le 20 octobre, j'étais dans un bar d'Aulnay, avec plusieurs enquêteurs de l'équipe et notre sergent. Sur une partie des 3 kilomètres, La télé était allumée dans le bar et on a vu un titre annonçant la disparition à Bethesda d'une diplômée d'Harvard. Le sergent m'a dit « Appelle vite le district pour savoir s'ils ont besoin d'aide ». Laura Outling était une jeune diplômée d'Harvard qui était revenue vivre avec sa mère et qui avait disparu depuis plusieurs jours. Si vous savez des choses sur la disparition de Laura Outling, appelez la police du comté de Montgomery. C'est une blonde d'1,80 m pour 65 kilos, aux yeux marrons et aux cheveux mi-longs. Penny, the mom, she hired you as a gardener? I got that job through a minister. Bible study. So the minister set you up with Penny? Yes. Go to the same church Penny went. c'est pas trop serré? Pardon, c'est Aden ou Aiden? Aden. Aden. Aden, asseyez-vous, on sera à vous dans une minute. Vous connaissez Penny? Eh bien, Liz et moi, nous sommes là pour l'aider. Elle vous a aidé pendant un an, n'est-ce pas? So, was she nice to you? Real nice. I was going through a lot of mental problems at this time. Penny was more like a mother figure. After my real mother told me she would pretend I was dead. Considérez-vous Penny comme votre amie? Avez-vous eu des rapports sexuels ensemble? Vous avez couché avec Penny? Puis elle vous a rejeté, ça vous a mis en colère, et vous vous êtes vengé sur Laura? Aden, 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 aidez-moi. Parlez-moi de Laura. Now, how'd you meet her daughter? She came home from college, Harvard. I didn't associate with her, no. Aden, que pouvez-vous me dire sur Laura? Vous la trouvez jolie? Elle vous a contrarié?
Elle vous a vexé? Aden, vous aimez les oreillers? Un jour, pendant que Laura et Penny étaient au Massachusetts, je suis entré chez Penny et j'ai sorti une de ses nuisettes. J'aimais toucher cette nuisette. Je l'ai enfilée et j'ai pris mon petit déjeuner avec. J'aime Penny. Elle m'offrait des beignets et de quoi boire. Mais quand Laura est revenue, ça a tout changé. C'est ici. Je me demande si les gens qui vivent ici connaissent cette histoire. Je m'appelle Susanna Quinn et Laura Hoteling était l'une de mes meilleures amies. Je l'ai rencontrée en 5e, le jour où j'ai intégré ma nouvelle école. Je montais la rampe et elle était assise avec un groupe de filles. C'était un peu intimidant. Elle avait une coupe au carré et un grand sourire. Je l'ai regardée et j'ai dit « Tu devrais te laisser pousser les cheveux, ce serait bien plus joli. » Elle a éclaté de rire et on est devenus inséparables. Après son diplôme, elle ne savait toujours pas ce qu'elle voulait faire dans la vie. Elle est donc retournée vivre chez sa mère. Je m'appelle Catherine Sheen Bruno et Laura Hoteling était une de mes meilleures amies. Laura venait de trouver un nouvel emploi à Washington. Mais le 19, elle ne s'est pas présentée au travail. Ça ne lui ressemblait pas du tout de ne pas venir au travail. Un collègue a appelé son frère et lui a demandé « Hey, où est Laura ?» Il a dit « J'en sais rien, au travail, non ?» L'autre a dit « Non, elle n'est pas là. » Warren Hoteling était le frère de Laura et ils étaient vraiment très proches. En passant devant la maison, il a vu la voiture de sa sœur. Alors il est entré. Tout avait l'air bien, à sa place. Apparemment, la maison n'avait pas été visitée. Dans sa chambre, il faisait froid. Alors j'ai enfilé son sweatshirt d'Harvard et je me suis allongée sur le lit. Puis j'ai dit, voilà ses dossiers. Je vais appeler sa banque et me faire passer pour elle afin de savoir si elle a utilisé sa carte pour acheter un billet de train. La dernière utilisation de sa carte remontait au jeudi quand on avait fait du shopping. J'ai été envahie par un sentiment de tristesse. Ça ne présageait rien de bon. Le lundi, elle reste introuvable. Le mardi, Penny était de retour. Et il est devenu évident qu'il y avait quelque chose de très anormal. Penny était une femme intelligente, mais elle avait la tête dure. Je préfère éviter le sujet, mais je trouvais qu'elle était difficile. Pour moi, c'était une personne difficile. Penny Hoteling était assistante sociale. Elle avait un bureau chez elle, au sous-sol, où elle recevait des gens ou des familles qui avaient besoin d'aide. Elle s'intéressait au bien-être des gens et elle était ouverte à diverses méthodes pour se connecter à ses émotions. Pour les lycéennes qu'on était, ça pouvait avoir du bon. Mais il arrivait parfois aussi que Laura roule des yeux. Mais on était des ados, alors c'est normal, je pense. Je ne m'entendais pas très bien avec Penny, parce que on était très différentes. Penny était adepte des médecines alternatives, des chants grégoriens et de la méditation. Elle buvait de l'eau chaude citronnée. C'est ce qu'elle nous donnait quand on était chez elle. On était vraiment très différentes. Penny était factuelle. Je n'ai jamais senti qu'elle avait de l'empathie pour la situation de sa fille, qui étudiait loin et dont les parents étaient divorcés, donc c'était curieux de voir la compassion qu'elle avait à l'égard d'Aden Clark.
Penny avait développé une certaine tolérance par ses pratiques thérapeutiques et au contact de personnes présentant des problèmes émotionnels. Donc, je pense qu'elle n'a pas été autant dérangée que d'autres par le côté bizarre de Aden. Elle lui faisait faire des choses dans le jardin sans imaginer qu'il avait trouvé le double des clés et qu'il en avait fait faire un exemplaire pour lui-même à son insu. Elle n'en avait aucune idée. C'était juste quelqu'un qui l'aidait dans le jardin. Penny refusait de croire qu'il était arrivé quelque chose à sa fille. Elle pensait qu'elle avait certainement dû trouver un homme riche avec qui elle était partie sur une île. Elle va bien. Elle est partie avec des amis, comme une enfant gâtée, sans nous le dire. Ce qui n'était pas l'avis de son frère, qui a dit non. Warren était inquiet, très inquiet. Vous savez, dans une famille dysfonctionnelle, les fratries ont tendance à être très soudées. La police a demandé à Penny qui les avait côtoyés, elle et Laura, qui étaient les petits amis, qui travaillaient chez elle, etc. Quand on a parlé à Warren, il nous a dit que sa mère employait un jardinier. Et le premier soir après la disparition de Laura, Warren voit un pick-up approcher. C'est justement le jardinier en question. Warren tente de l'arrêter pour lui parler, mais au lieu de ralentir, le jardinier accélère et passe en trombe. Warren n'a pas compris ce geste. Ça semblait très inhabituel. Le lendemain, j'arrive au bureau et quand j'explique à mon sergent ce qui s'est passé, il me dit « Comment s'appelle le jardinier ?» Je réponds « Aden Clark ». Penny n'était pas au courant de l'affaire Michel d'Or et elle ne se doutait pas que Aden était soupçonné quand elle l'a engagé. Penny aimait le jardinage et elle avait besoin d'aide pour toutes les tâches que cette activité nécessite. Et Aden était disponible. De ce qu'on savait, depuis qu'il avait été chassé de chez son frère, Aden vivait dans son pick-up. Il avait dressé son propre campement avec une tente en toile, des outils et d'autres objets. I lived in the woods. I didn't have a TV. Some people want to be around people, have a companionship. I'm really not into that. All of our families. A priori, Penny Outling avait une attitude très charitable envers les gens. Elle a vu qu'Aden Clark était une personne perturbée, mais elle pensait pouvoir faciliter sa réhabilitation en lui donnant quelque chose à faire. À ce moment-là, on a décidé d'interroger Penny à propos de son jardinier. Elle nous a expliqué à quel point il était bizarre. Si elle lui demandait par exemple de creuser un parterre de fleurs, il creusait et creusait encore, ne sachant pas quand s'arrêter. Aden Clark avait exercé plusieurs drôles de boulots. Il avait travaillé dans un magasin de bagels à Washington qui s'appelait « Qu'est-ce qu'un bagel ?» C'était un personnage un peu connu, parce qu'il faisait des livraisons et qu'il se faisait appeler la fusée de Rockville. Il portait le maillot de hockey de Washington et se déplaçait en roller ou à vélo. Si vous étiez sur Rockville Pike, l'une des grandes artères, vous aviez des chances de le voir. En fouillant dans son passé, on a trouvé des choses inhabituelles. I was in the Navy. 2 years, 8 months active duty. I was on the 12th Division,
aircraft carrier. Once the ship pulled out to sea, I went down to the food service department and applied for food service job. Après, il a trouvé un emploi civil dans une cafétéria du service médical de la marine. Il y avait des poulets crus, il s'apprêtait à cuire. Il en a mis un sur un plateau, qu'il a posé sur le feu, puis il a pris le plateau et il a bu le sang du poulet. Ses collègues horrifiés l'ont signalé au supérieur et Haddon a été relevé de ses fonctions. On savait qu'il était soupçonné dans l'affaire Michel d'Or, mais on voulait voir ce qu'il avait fait d'autre. Il louait une chambre à une famille de Bethesda. Comme leur fille était depuis longtemps en voyage à l'étranger, ils lui louaient le sous-sol. Mais un jour, ils lui ont dit « Notre fille rentre de Chine, alors vous allez devoir partir. » Haddon a eu une réaction démentielle. Il a fait des trous dans le placo de la chambre et il y a mis des têtes de poisson avant de les refermer. Une odeur atroce a commencé à se dégager de cette pièce et la famille s'est longtemps demandé pourquoi, jusqu'à ce que quelqu'un inspecte les murs et découvre ce que Haddon avait fait. Quand on a découvert ses antécédents, on s'est dit qu'il y avait un problème. On est retourné parler à Penny. Il avait accès à la remise, là où elle cachait les clés de sa maison. C'était un peu suspect, pour ne pas dire plus. Quand Penny a appris qu'on s'intéressait à lui, elle était furieuse. Il ne lui ferait aucun mal. Fichez-lui la paix. J'avais 3 jobs. Nettoyage, blanchisserie et éclairage. En passant devant la cellule d'Haddon, je me suis dit, c'est quoi cette odeur? Je lui ai demandé, tu fais quoi là-dedans? J'ai ouvert son casier. Il y conservait 15 briques de lait. Il faisait chaud. Il les laissait moisir. C'était rance. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, ça me rappelle les corps en décomposition. On sortait tout juste de la fac. On avait la vie devant nous. Je ne me suis pas dit qu'il s'était passé quelque chose de grave. J'étais plutôt en mode, c'est une énigme qu'on va résoudre. La police a dit que le mieux serait de découvrir quand elle avait été vue pour la dernière fois. Si vous avez une photo, imprimez des affiches et allez parler aux médias. Avec Warren, on a commencé nos recherches. On a joué les détectives privés, au téléphone, et dans la rue, en quête d'indices. On finira par trouver. On n'avait aucune idée de la terreur et du mal qui nous attendait. Souvent, dans une affaire d'homicide, on envoie une patrouille interroger les gens. Et une femme hispanique leur a parlé. Elle leur a dit avoir vu Laura le matin de sa disparition. Elle a déclaré Laura est sortie de la maison. On lui a fait signe, mais elle n'a pas répondu. J'ai trouvé ça bizarre. Ils lui ont alors demandé de la décrire. Elle a dit... Elle portait un pantalon et un imperméable. C'était une information intéressante et à retenir.
L'affaire a fait la une des journaux et un médium m'a contacté depuis la Virginie. Il m'a dit: je ne sais rien de cette affaire, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que vous devriez chercher dans la zone boisée entre deux églises. Or, il y avait deux églises avec une zone boisée très proche de l'endroit où vivait Laura. J'ai appelé l'enquêteur qui travaillait sur l'affaire à Bethesda et je lui ai dit: vous pourriez vérifier cette zone? Je suis venu ici pour voir les officiers qui effectuaient les recherches dans les bois. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé des chaussures et des vêtements de femmes, ainsi qu'une taie d'oreiller. Ils pensaient qu'elle était là depuis longtemps parce qu'il y avait des taches, certainement dues aux feuilles. Souvent, les objets qu'on trouve dans les bois sont tachés à cause de la détérioration des feuilles au fil du temps. J'ai dit: montrez-moi cette taie. Dès que je l'ai vue, j'ai su que ce n'était pas des taches de feuilles, mais des taches de sang. Cette taie était de bonne facture et son contour était orné de broderies originales. On est retourné chez sa mère et j'ai demandé à voir sa chambre. Elle nous a dit: sa chambre est normale, regardez. Elle était un peu agacée. Puis en retirant la couverture, elle dit: une minute, ce ne sont pas ses draps. Et ce n'est pas sa taie d'oreiller. C'était une énigme. Elle ignorait d'où venaient ces draps. Puis elle arrache le drap et déclare que la laise a disparu. Alors qu'apparemment elle en mettait toujours une sur les matelas. Quelqu'un avait changé les draps. J'évoque alors la taie d'oreiller et je lui montre la photo qu'on avait prise. Et je demande: c'est celle-ci? Elle dit: je vais vérifier. Elle les adorait, alors j'en ai d'autres. Elle sort une taie et c'est la même, avec la broderie. J'ai contacté mon sergent et j'ai dit: je vais avoir besoin de l'unité scientifique pour analyser cette chambre. Quand les experts sont arrivés, ils ont utilisé un produit chimique connu sous le nom de luminol, qu'ils ont pulvérisé sur le matelas. Le luminol est fluorescent sous une lumière noire. On a donc rendu la pièce obscure. Dans la pénombre, ils ont fait le mélange et pulvérisé le luminol. Ensuite, ils ont allumé la lampe torche et... soudain, la luminescence s'est révélée. On s'est dit: c'est pas vrai. C'était couvert de sang. Et on voyait même l'endroit où une main avait été retirée. On a su qu'elle était morte. À ce stade, bien sûr, on s'est dit: c'est un meurtre. On a alors pris une lampe, une brosse à cheveux et d'autres objets appartenant à Laura pour les faire analyser. Le labo a dit qu'il y avait des cheveux de Laura Outling sur la brosse, mais aussi un cheveu synthétique. Mais on ne s'en est pas soucié. On est allé informer Penny et Warren que, selon nous, il y avait de fortes chances que Laura ait été assassinée dans cette pièce. Warren s'est effondré, il a craqué. Et je me souviens que Penny nous a regardés en disant « Tiens ». Et cette réaction nous a un peu choqués. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait 17 messages sur le répondeur. Le premier que j'ai écouté venait d'une amie qui disait
Appelle-moi d'abord, avant tout le monde. Et Penny m'a appelé. Elle a dit, Susanna, on sait que Laura ne vit plus dans son corps. Elle est morte. J'ai raccroché et... Après des années passées à regarder des séries et des émissions de télé où les gens perdent complètement les pédales à cause du chagrin et à me dire « C'est ridicule, je serai jamais comme ça », à ce moment-là, pour la première et dernière fois de ma vie, j'ai déraillé. Je me disais, d'abord ma mère, ensuite Laura, pourquoi? Et en 1 minute, toute la sécurité, la stabilité, la confiance que j'avais dans ce monde, dans ma communauté, avec mes amis, ont été anéantis. On était des jeunes de 22 ou 23 ans et notre meilleur ami nous avait été arraché. Cette promesse d'avenir, cette beauté et cet amour se sont envolés. Pendant des années, j'ai frissonné en me disant que 24 heures après sa mort, je m'étais allongée sur un matelas souillé par son sang. Après ça, on a décidé qu'il fallait le trouver. Chaque district de police dispose d'une unité d'intervention spéciale. On les a donc informés qu'il fallait retrouver Aden Clark. Et ils l'ont fait. Sur l'autoroute, au niveau de Silver Spring. Ils l'ont interpellé et nous ont prévenu qu'ils l'avaient. La réaction a donc été immédiate. C'était ma première rencontre avec Aden Clark. Et je ne l'oublierai pas. C'était un petit pick-up avec à l'arrière un matelas et plein d'autres choses. Je suis allé parler à Aden. Et je lui ai dit, la disparition de Laura inquiète beaucoup Penny. Alors on a besoin de votre aide pour la retrouver. Aden s'est alors exclamé, « Mon Dieu, j'aimerais mourir. » Et il a mis un genou à terre. On a fini par l'emmener et on lui a alors parlé de la tête d'oreiller ensanglantée. Et il avait les larmes aux yeux. On l'a interrogé pendant des heures, mais il ne nous a rien donné de concret. On n'avait pas de motif suffisant pour le garder. Alors, on l'a relâché. How would you describe yourself as a person? I had belts on, but I'm really a nice guy. Would you say you like to help people? Yeah, I did. I help people all the time. I mean, I volunteered for the Red Cross and blood drive. I volunteered with a homeless program. Great way to meet people. Was it a good feeling in you that you were helping people? Oh, yeah. The 2 girls, do you feel bad about it? What do you feel? Well, I did it wrong. I know that. Did you have any remorse right after? Yeah, I don't know. I felt sorry for what I did. But in some ways, I didn't need to do it, you know? Do you think people can be forgiven? I think they can. Some people think I can confess my sins, say I'm sorry, and then Jesus will forgive me, and then 24 hours get back doing the same sin again. Did you do a lot of sins? Quite a few times. L'inspecteur Fallin a obtenu un mandat pour le pick-up. Dans le véhicule, on a trouvé un journal qui indiquait la date et l'heure à laquelle il avait acheté pour $10 d'essence ou pour $4 de barres énergétiques. Enfin, il y inscrivait chaque achat qu'il faisait.
On a obtenu un mandat de perquisition pour son box de stockage. J'ai vu que Haddon Clark était méticuleux, ordonné et obsédé par le bon alignement des objets. On a trouvé son carnet de chèques et des tickets. Il avait acheté du ruban adhésif et de la ficelle. Et sur le talon du carnet de chèques, il avait inscrit le prénom Laura. À ce stade, on avait des soupçons raisonnables, mais toujours pas de raison valable de l'arrêter. On était au bureau à tenter de monter un dossier contre lui, mais sans aucune preuve de sa culpabilité. Mais je voulais le secouer et le perturber pour l'inciter à faire quelque chose qui nous mènerait au corps de Laura. Haddon avait une boîte vocale sur laquelle on pouvait laisser des messages. C'est un coup de poker. J'étais assis à mon bureau, il devait être minuit. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro. Tout de suite après le bip, j'ai dit « Haddon, Haddon, c'est Laura. Haddon, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides. Haddon, tu ne peux pas me laisser là. J'ai besoin d'être enterré. J'ai besoin d'être enterré, Haddon. S'il te plaît, j'ai besoin que tu leur dises. Sinon, je ne pourrai pas être en paix. Haddon, s'il te plaît, fais-le pour moi. Haddon. Quand une enquête est dans l'impasse, on reprend tous les éléments du dossier pour voir ce qu'on a raté. Et il y avait cette femme hispanique qui avait vu Laura quitter la maison le jour où cette dernière avait été portée disparue. Et quand j'ai comparé son témoignage à la chronologie, ça ne collait pas. Elle était déjà morte. Tout le monde s'est dit, cette femme raconte n'importe quoi. On a appelé Penny et on a dit, bon, on essaie de confirmer quelque chose. On voulait voir si le pantalon de Laura était toujours dans son placard, ainsi que son trench coat. Elle a dit, Laura mesure 1m80. Elle ne porte pas de pantalon. Elle est grande. Elle porte des robes. Elle n'a pas de pantalon. Et pour le trench coat, elle n'en a pas. Une femme de grande taille porte forcément un manteau plus court pour paraître plus petite. Il paraissait alors évident que ce n'était pas Laura. Mais Haddon. Kristen faisait déjà des choses avant. Tuer des animaux. Agresser des fillettes et des enfants. Kristen a harcelé des fillettes. Et c'est pour ça qu'elle se déguise et qu'elle fait ce genre de choses. C'est un rituel. Quand a-t-elle commencé? Elle le fait depuis qu'elle a 10 ans. D'accord. Et où trouvait-elle les vêtements? Une fois, mon père m'a habillé en fille et il m'a sodomisé. C'est vrai, ça? Oui. Ah bon. Il m'a agressé quand j'étais petit. À 10 ans. Mais non, jamais. C'est jamais arrivé. Ma famille ne l'admettra pas. Ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient bien voir. Je ne sais pas si quelqu'un l'a forcé. Il a été surpris plusieurs fois en train de prendre des objets intimes dans la commode de ma mère. Jouer à se déguiser, c'est pas grave. Ça veut pas forcément dire quelque chose. On est retourné fouiller dans le box et on a trouvé plein de chaussures à talons hauts, des soutiens-gorge et des coussinets de rembourrage. On a vu qu'il avait aussi des pantalons de femme qui pouvaient correspondre, ainsi que des perruques. Des perruques rouges, noires, marron, mais aussi blondes. On a pris la blonde et quand on l'a fait analyser, ça correspondait
aux cheveux synthétiques trouvés sur la brosse dans la chambre de Laura. Là, on s'est dit, ok, d'accord, c'est Addon qui a quitté la maison. Mais pourquoi faire ça? Il l'avait tué et avait déjà transporté son corps ailleurs. En fait, il est retourné dans la maison pour tout nettoyer et faire le lit. Puis, pour brouiller les pistes, il part à l'heure où il sait que Laura serait sortie, en portant un pantalon de femme, un trench coat et une perruque. Mais ça ne suffit pas pour l'arrêter. Ce type est sorti de la maison de Laura, habillé comme elle. Non mais franchement, c'est pas tordu? Si c'est pas tordu, c'est très rusé. Il m'a parlé de son enfance, mais c'était très bizarre. Il m'a dit qu'ils avaient commencé à l'habiller en femme très tôt. Il me traitait comme une fille. Ils m'ont même dit, quand tu vas aux toilettes, tu t'assois, parce que ce sont les garçons qui restent debout. Et si c'est vrai, c'est très lourd à porter pour un enfant. Une femme vous a vu, habillée en femme, avec une perruque et un trench coat. On avait des soupçons raisonnables, mais aucune raison valable de l'arrêter à ce stade. Notre chimiste s'occupait toujours de la tête d'oreiller. Au labo, à l'étage. Pendant l'analyse, elle prélève un peu de sang pour le tester. Et elle me dit, je crois qu'il y a une empreinte dans le sang. Je regarde et je dis, on dirait une empreinte d'orteil. On a donc emballé cet échantillon et on l'a transféré au laboratoire régional qui s'occupe des empreintes digitales. Rapidement, le labo me rappelle. Ils disent, « Hé, c'est une empreinte de pouce. » Ils la rentrent dans la base de données et c'est celle d'Addon Clark. Ça signifiait qu'il avait mis le doigt dans ce sang. Cette fois, on avait une raison valable de l'arrêter. Ils l'ont trouvé endormi dans son pick-up, sur le parking du temple mormon à Silver Spring. Au moment de l'arrestation, il dormait avec un ours en peluche. On l'a alors mis en garde à vue.